Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Michel Pidou, je suis biologiste et j'ai pensé vous présenter quelques diapos sur ce qu'on appelle la résilience médicinale, notre système de soins, les remèdes, le soin à la personne, etc. Donc je vais passer les diapos, certaines assez rapidement parce que c'est un temps limité, mais vous pourrez toujours y revenir. La résilience médicinale, pour la résilience médicinale, j'ai mis la charte d'Ottawa 1986, une phrase de l'OMS disant que les populations doivent prendre le contrôle de leur santé pour l'améliorer. Et c'est cet objectif-là qui est derrière la résilience, ou qui fait partie plutôt de la résilience, c'est se réapproprier sa santé, mais aussi celle de la communauté, car on n'a pas de santé personnellement sans santé aussi à l'échelle d'une communauté. Donc l'objectif, c'est ne pas subir, être acteur en cas de crise. La résilience, c'est la capacité d'un organisme ou d'un système à assurer ses fonctions malgré des perturbations. Alors, évidemment, les perturbations, on voit la Covid-19 en ce moment, crise sanitaire, épidémie. Ça peut être plein d'autres choses, un tremblement de terre, des submersions, etc. Et tout ça crée des déséquilibres et aussi des pathologies, en particulier des pathologies sociales, des pathologies psychopathologies. Vous avez sur ce schéma de résilience, des schémas de résilience plus ou moins accentués. Et vous voyez que les capacités peuvent être différentes suivant qu'on est juste après la perturbation, capacité à résister, capacité à recouvrer le niveau initial de stabilité et capacité à évoluer si on a tiré des leçons de ces perturbations. Ça a été le cas pour la deuxième vague de Covid-19 par rapport à la première. On a moins restreint les libertés pour cette deuxième vague. Cependant, les critères de résilience doivent rejoindre ceux du développement durable, car le développement durable réalise un équilibre entre le domaine social, le domaine environnemental et le domaine économique. Et donc, ce sont des choses qu'il faut considérer également dans toutes nos activités, y compris lors des crises. Les facteurs de résilience, on retrouve un peu les mêmes que dans la résilience alimentaire, biodiversité, mais ici, ce sont les façons de se soigner, autonomie des personnes, de production, et surtout l'importance du lien social. On reparlera des agents communautaires de santé qui, malheureusement, ne sont pas en fonctionnement dans nos pays occidentaux et en France en particulier. Quelles sont les fonctions assurées du système de santé? C'est évidemment se soigner, retrouver la santé et être soigné par tous les moyens nécessaires, et ceci sans discrimination sociale, en particulier d'âge, de revenus ou de handicap. Sur ce schéma des déterminants de la santé, on s'aperçoit que les services de santé en tant que tels, ici, ne représentent qu'un seul des déterminants. La plupart des autres déterminants concernent l'environnement. On rejoint la question du développement durable, environnement des personnes, qualité de l'eau, logement, etc. Et les facteurs socio-économiques. Là, on rejoint donc bien les trois secteurs du développement durable. Donc, si on n'intègre pas tous ces facteurs-là, on ne va pas vers un équilibre de la santé publique, la santé d'une population, pas seulement la santé individuelle. Et la santé communautaire, justement, elle est inscrite dans la constitution de l'OMS, malheureusement peu pratiquée dans les pays occidentaux. Ça consiste à réfléchir en commun sur les problèmes de santé, peut-être à l'échelle locale, on reverra la question des territoires, exprimer ses besoins prioritaires et surtout participer activement aux activités qui sont décidées dans ce cas-là. Beaucoup de débats, bon, beaucoup c'est un grand mot, mais quelques débats sur la santé communautaire chez nous en France, avec ce rapport demandé par la Direction générale de la santé, des documents comme celui-ci, Pratiquer la santé communautaire,
des documents évidemment fondamentaux de l'OMS, un autre document comme ceci, mais peu de résultats en fait dans nos pays sur la mise en route d'une vraie action communautaire en santé. Alors que dans la plupart des pays du monde, au contraire, il y a une organisation à proximité des citoyens. Ce sont les agents de santé communautaire qui sont bénévoles et qui sont en première ligne en cas d'urgence et qui ont pour objectif d'aider les services de santé qui sont éloignés souvent et aider leurs concitoyens dans les différents quartiers de la ville ou dans les villages. Est-ce que notre système de soins, est-ce que nos soins eux-mêmes sont résilients? Eh bien, on ne peut pas le dire que ce soit vraiment résilient. Il y a eu beaucoup de pénuries de médicaments essentiels. Et il y a surtout une non-collaboration entre la médecine conventionnelle et les médecines traditionnelles et complémentaires. Et ça, c'est un problème grave, car l'OMS, au contraire, préconise l'usage des médecines traditionnelles et complémentaires en estimant que, 1, ils participent à l'objectif d'un accès aux soins universels, ils participent à l'autonomie, favorisent l'autonomie des patients, et surtout, elle considère qu'il n'y aura pas de progrès en santé publique sans utilisation de ces médecines traditionnelles et complémentaires. Donc, notre expérience des plantes médicinales et huiles essentielles, qui, on le pense, constitue un pan important de cette résilience. Notre expérience se situe à Madagascar avec différentes associations, dont Jardin du Monde, Arova, et maintenant Tam Tam Phyto-Aroma. Donc, on a travaillé sur les plantes médicinales des hauts plateaux, et puis on a travaillé ensuite sur les huiles essentielles de Madagascar avec des résultats cliniques qui ont été publiés. L'intérêt des plantes médicinales traditionnelles et de leur culture, c'est la liaison entre les différents acteurs, dont les tradipraticiens. Il ne faut pas oublier que les tradipraticiens ont une reconnaissance officielle dans beaucoup de pays. Et aussi, ça fait fonctionner les productions, donc ça fait fonctionner l'agriculture, le transformateur, avec des créations d'emplois, et la formation des agents de santé en soins de santé primaires. Et tout ça peut contribuer à l'amélioration de la santé publique avec des facteurs de résilience socio-culturelle, économique et des impacts santé. Les plantes médicinales, bien entendu, ont tout à fait leur place dans les jardins vivriers familiaux et il ne faut pas oublier que cette agriculture familiale a été promue, soutenue par la FAO en 2014 comme étant l'un des piliers des résiliences de l'alimentation pour les années 2050 où il y aura 9 milliards d'habitants sur Terre. Eh bien oui, dans ce jardin, on trouve des plantes qui sont à la fois alimentaires et qui sont aussi des plantes médicinales. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus que quand on fait une activité, quelle qu'elle soit, il faudra analyser tous les impacts de cette activité sur le plan environnemental, économique, social, etc., dans le cadre, je l'ai dit, du développement durable. Les principes actifs d'une plante ne sont pas séparables, contrairement à ce que fait l'industrie pharmaceutique pour isoler des principes actifs. On considère, et c'était la découverte d'un médecin arabe vers l'an 1000, le docteur Avicenne, qui a considéré que les principes actifs mis ensemble ont une efficacité supérieure à la somme de chacun de ces principes actifs. Et Madagascar s'est engagé dans la voie de la santé verte, donc d'utiliser les plantes et les huiles essentielles à l'horizon 2030 pour utiliser toutes ces ressources nationales. Nous avons donc travaillé aussi sur l'aromathérapie avec ce groupe de médecins malgaches, Arova, qui est plus nombreux que ça, et nous retrouvons ce cercle vertueux d'économie sociale et solidaire avec les huiles essentielles au niveau des liens entre les producteurs, des revenus pour ceux qui travaillent dans ce domaine, la formation des agents de santé que nous menons avec le ministère de la Santé et l'amélioration
de la santé globale. Dans la médecine traditionnelle, ce qui est important, c'est que soigner, ce n'est pas seulement donner un traitement, c'est prendre soin des personnes, c'est-à-dire axer aussi le soin sur la qualité de vie, prendre en considération la qualité de vie des patients et pas seulement le produit qui soigne. Et dans les perturbations présentes et à venir, il n'y a pas seulement les épidémies, comme celles que nous vivons actuellement, il n'y a pas seulement le changement climatique, mais il y a aussi la défaillance croissante d'un nombre important d'antibiotiques, c'est-à-dire la résistance de bactéries pathogènes aux antibiotiques, en même temps que l'augmentation des maladies chroniques. Et l'OMS dit que ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont des choses induites par l'homme, mais on peut montrer que ces souches résistantes progressent régulièrement et qu'on risque d'arriver à une ère antérieure à celle des antibiotiques. Eh bien, les huiles essentielles soignent beaucoup de maladies courantes, infectieuses. On le voit sur ce schéma où on a mis une bactérie pathogène et testé sur ces pastilles différentes huiles essentielles. On voit que l'huile essentielle de cannelle écorce, ici, eh bien, elle a la même puissance d'action que l'amoxicilline sur cette bactérie pathogène. Et en ce qui concerne les épidémies, eh bien, on peut se reporter à celle de la peste en 1720 à Marseille, où on voit ces masques mis par les médecins qui, en fait, contiennent des plantes aromatiques à l'intérieur du masque, c'est-à-dire ce sont les huiles essentielles qui purifient l'air respiré dans le masque de ces médecins. Un petit coup d'œil à notre association Tam Tam Phytoaroma. On lance un spray nasal aux huiles essentielles, actuellement 0,2%, comme préventif, non pas comme curatif, mais comme préventif de la Covid-19. Donc les huiles essentielles sont efficaces dans les maladies courantes, mais aussi en chirurgie, comme on va le voir sur ce schéma ici, sur ces photos, avec un jeune garçon qui finalement devait être amputé d'une jambe et qui ne l'a pas été parce que nous avons travaillé sur une solution mêlant plantes médicinales et huiles essentielles. Les facteurs de résilience des plantes médicinales, c'est l'accessibilité économique. Un traitement courant avec les huiles essentielles, c'est moins de 2 €. L'acceptabilité sociologique, parce que tout le monde connaît les plantes et aime les plantes. Et l'accessibilité géographique. Bien sûr, il y a aussi des formations qui sont nécessaires pour continuer à utiliser ces différents produits, plantes et huiles essentielles. En particulier, nous continuerons avec le ministère de la Santé malgache, ainsi que nous essaierons d'augmenter les bases de données pour l'efficacité et l'innocuité de ces différents produits. Les enjeux de demain pour une meilleure médecine accessible à tous, c'est conforter les preuves d'efficacité, améliorer la santé, soigner toutes les maladies, y compris virales, mieux gérer les effets secondaires et intégrer la problématique des déserts médicaux. Par quelle voie peut-on améliorer la résistance de la santé en développant une santé communautaire avec les médecines traditionnelles? Est-ce que ce sont les maisons départementales de la santé ou les agences régionales, siéger dans les conseils territoriaux de santé, siéger dans les commissions santé? Tout cela fait partie du débat. On ne sait pas aujourd'hui, de même qu'il faut déterminer quel sera le territoire ad hoc pour créer ces résistances en matière de santé. En urgence, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il faudrait une vraie reconnaissance des médecines traditionnelles au sein d'une médecine intégrative, une reconnaissance du diplôme d'herboriste comme on reconnaît les praticiens dans la plupart des pays du monde, l'usage des plantes médicinales pour la famille et l'usage prioritaire des huiles essentielles dans les infections courantes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour le débat. Au revoir.